Vous nous renouvelez encore une fois de plus votre confiance. Nous vous en remercions et ce soir, nous nous faites le bonheur de recevoir Albert Moleka, qui était membre de l'UDPS Tshisekedi depuis longtemps, membre et aussi pendant 6 ans, directeur de cabinet de Etienne Tshisekedi. Albert Moleka, bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment allons-nous vous présenter ce soir? Troisième vice-président de l'UDPS, El Kibassa. Kibassa, oui. C'est depuis le 15 juin que vous êtes promu troisième vice-président de l'UDPS, El Kibassa. C'est bien ça. Alors, on peut avoir une idée rapidement de ce qui s'est passé pour que vous fassiez ce virage, je disais à 180 km à l'heure. Non, disons qu'en ce qui me concerne, c'est plutôt un retour aux sources de ma lutte, mon combat dans l'UDPS. Vous vous souviendrez que le 13 mars 2014, c'est la date de la dernière réunion de travail que j'ai eue avec M. Etienne Tshisekedi à sa demande, séance de travail qui avait été malheureusement interrompue par un incident que j'ai qualifié à caractère familial. Et depuis, que ce soit moi ou le cabinet que je dirigeais, n'avait plus contact avec M. Etienne Tshisekedi, d'où j'ai observé pendant, disons, une année, jour pour jour, et j'ai pu aussi remarquer le changement de la ligne politique de l'UDPS Tshisekedi, tant dans la gestion interne du parti que dans la gestion des enjeux politiques du pays en général, notamment la position du parti lors des manifestations de janvier 2015, où le parti était complètement à contretemps par rapport à l'opposition, non seulement à l'opposition, mais par rapport à l'opinion publique. Et puis cette sollicitation de dialogue avec Monsieur Kabila, qui, à mon avis, sortait totalement de la ligne tracée par Etienne Tshisekedi lui-même après les élections de 2011. D'où le 13 mars 2015, j'ai annoncé publiquement ma décision de prendre congé de l'UDPS Tshisekedi. Vous n'étiez pas radié? Non, je n'ai pas été radié, je n'ai jamais été radié, je n'ai jamais été même démis de mes fonctions. C'est ainsi que, avant d'annoncer cette décision, j'avais pris soin de déposer auprès du greffe du tribunal de Matete, qui couvre la zone de Limete. J'ai déposé 2 objets. Le cachet sec le cachet sec, et le spécimen de l'UDPS, ainsi que le spécimen signature du président de M. Etienne Tshisekedi. Ok. Alors, on va dire comme ça que vous avez le sentiment d'avoir passé le temps à 20, vu que vous avez fait une trentaine d'années dans ce parti politique? Non, pas du tout, pas du tout. Sur tous les 6 années passées auprès d'Etienne Tshisekedi en tant que collaborateur proche ont été des années d'abord très enrichissantes pour moi. C'était une expérience très enrichissante, surtout lorsque vous travaillez avec une personne que d'abord vous aimez et puis que vous admirez au niveau de sa lutte politique. Vous ne pouvez que tirer profit, que ce soit intellectuellement, que ce soit même au niveau de la compréhension de certains enjeux. Donc je n'ai pas du tout à regretter cette collaboration avec M. Etienne Tshisekedi. Vous regrettez plutôt l'ingérence de la part de la famille, de la famille biologique d'Etienne Tshisekedi dans les affaires du parti? Je regrette plutôt le fait qu'on n'a pas permis à Etienne Tshisekedi d'aller jusqu'au bout de sa logique qui était une transmission de bâtons à un groupe de 6 cadres pour préparer le congrès et ainsi pouvoir mener l'UDPS dans la véritable conquête du pouvoir. Ben, alors, c'est vrai qu'on va passer à votre nouveau parti. On va dire comme ça que vous ne regrettez pas votre passage dans l'UDPS, pas du tout, mais plutôt vous regrettez la gestion actuelle de l'UDPS et vous déplorez cela. Et alors, dans ce cas, quelle est votre relation entre Etienne Tshisekedi
Et Félix Tshisekedi et le secrétaire général. M. Bruno Mavungu. Bruno Mavungu. Bon, actuellement, je n'ai aucune relation. Je n'ai aucune relation parce avec eux. Parce qu'il semble que ce sont eux qui sont précipités à prendre cette décision. C'était une décision précipitée. Bon, disons que je n'ai aucune relation, aucun contact avec eux présentement. Bien sûr, dans mon passé de directeur de cabinet et porte-parole de M. Etienne Tshisekedi, j'avais fréquemment des contacts, tant avec M. Bruno Mavungu en tant que secrétaire général et même avant en tant que secrétaire national à l'organisation et avec Félix Tshilombo en tant que secrétaire national aux relations extérieures. Mais bien sûr, depuis le 13 mars 2014, je n'ai aucune relation avec eux. Mais il y a quand même un mouvement qui s'est effectué en Europe, c'est-à-dire les membres de l'UDPS de l'Europe, mais également du Canada, qui ont signé, 25 membres qui ont signé des signatures et qui même déplorent, qui même dénoncent le problème de l'UDPS a comme nom Etienne Tshisekedi. Vous êtes du même avis? Oui, mais difficile de commenter surtout une déclaration de membres d'un autre parti, puisque je ne suis plus membre de ce parti, mais je peux simplement rappeler... Et pour ce faire, ils veulent tenir un mini-congrès. Si vous êtes invité, vous allez accepter cette invitation? Non, je crois que c'est un mini-congrès de membres de l'UDPS Tshisekedi. Si jamais vous êtes invité? Oh, si je suis invité en tant que convive, fort probablement cela sera discuté au niveau de la présidence de l'UDPS Kibasa, l'opportunité de répondre à cette invitation. Alors, maintenant que vous êtes troisième vice-président dans l'UDPS Kibasa, est-ce que ce n'est pas le même problème que vous allez retrouver? Est-ce que la famille Kibasa ne s'ingère-t-elle pas dans les affaires du parti? Non, pas du tout, puisque tout d'abord, le parti n'est pas dirigé par un Kibasa. Frédéric Kibasa est décédé depuis plusieurs années. Augustin Kibasa, qui est le deuxième vice-président, n'a pas été nommé par son père, d'autant plus que la vice-présidence et la présidence sont des postes, des fonctions électives. Vous devez être élu par un conclave des organes centraux, à savoir le comité national, le collège des fondateurs et le secrétariat national. Et puis, il faut dire que l'esprit même de Frédéric Kibasa, de son vivant, et je m'en souviens même fin des années 80, lorsque j'ai fait sa connaissance, ça a toujours été de mettre le parti en avant et tracer une ligne rouge claire entre la famille et l'évolution du parti. C'est ainsi qu'il y a une atmosphère qui est tout à fait propice à une action politique réfléchie et une action politique qui puisse porter des fruits. Pourquoi n'avez-vous pas créé votre propre parti politique ou carrément rejoindre la majorité, aller dans le PPRD, puisque vos frères et sœurs s'y retrouvent? Tout d'abord, dans la majorité, il n'y a pas seulement le PPRD. Il est vrai que lorsque ma prise de congé de l'UDPS Tshisekedi était rendue publique, j'ai reçu... Votre réflexion n'a duré que 3 mois, une grande surprise. Plusieurs sollicitations de quelques partis de l'opposition et de quelques partis de la majorité kabyliste, dont un parti dont j'apprécie le travail sur le terrain, le travail d'organisation. Le MSR? C'est vous qui avez cité le MSR. Mais en fin de compte, en faisant simplement un examen de conscience, je me suis rendu compte que mon identité politique, qui est UDPSienne à 100%, ne me permettait pas de passer de l'autre côté de la rivière et ne me permettait même pas de rejoindre un parti de l'opposition ou même de créer mon propre parti. Parce que je crois que le travail qui était effectué par les fondateurs de l'UDPS et surtout l'idéologie et la doctrine qu'ils avaient mise en avant, à savoir le solidarisme, c'est-à-dire avoir conscience que nous ne vivons pas seuls dans ce Congo, nous devons regarder au sort de l'autre, au sort du voisin.
c'est ce qui a pu mobiliser et galvaniser des masses pendant des années. Et je crois que c'est une lutte qui n'est pas encore achevée et une lutte à laquelle je compte apporter encore ma contribution. Mais depuis le règne kabyliste, on va dire comme ça, depuis Kabila père jusqu'à Kabila fils, l'UDPS Kibassa faisait partie de la majorité. Oui, ils ont quitté la majorité le 26 mai de cette année. C'était la condition pour que vous vous y intégrez? Oh, c'était une condition pour moi, mais c'était un débat qui était déjà d'actualité au sein de ce parti. Et ils avaient mais qu'est-ce que décidé. vous avez reproché au fait qu'il fasse partie de la majorité? Parce que c'est toujours l'UDPS, mais qui avait quand même choisi de travailler avec Kabila. Oui, qui avait choisi de travailler avec Kabila père d'abord. Et lorsque Kabila père a été assassiné, ils ont continué. Ils ont continué, c'est-à-dire ils sont convaincus. Avec Kabila fils, je crois que c'était beaucoup plus par fidélité à la position initiale du défunt Frédéric Kibassa, mais eux-mêmes étaient arrivés à la conclusion que bon, les raisons qui militaient pour ce positionnement étaient caduques, d'autant plus que... Mais puisqu'ils ont quitté, ça fait quelque temps, ils ont quitté au mois de mai. Au mois de mai, oui. Qu'ils ont défait avec la majorité présidentielle, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont convaincus que ça ne valait pas la peine, c'est parce que vous leur avez conditionné de le faire. Non, pas du tout, puisque eux-mêmes m'ont dit que le débat avait déjà eu cours au sein du parti et que une écrasante majorité s'était prononcée pour le départ de l'UDPS Kibassa de la majorité kabyliste. Alors, quelle est votre politique maintenant que vous faites partie de ce regroupement politique? Quelle est votre politique par rapport au processus électoral en cours? Bon, par rapport au processus électoral en cours, tout d'abord, nous remarquons qu'une fois encore, le processus électoral, bien sûr, est en panne. Personnellement, j'ai toujours affirmé depuis 2012 que ce régime n'organisera jamais des élections. Et lorsque vous regardez depuis 2012 le nombre de calendriers que la CENI a pu produire sans en réaliser aucun, le dernier étant le calendrier global publié en février de cette année. Or, la position de l'UDPS Kibassa est claire, c'est-à-dire qu'on doit donner priorité aux élections générales, aux élections présidentielles et législatives, et bien sûr en respectant les dispositions constitutionnelles. Et c'est ça que l'on retrouve dans ce calendrier global. Donc nous attendons toujours de la CENI et de ce gouvernement de faire en sorte que les Congolais puissent réellement avoir leurs élections générales en novembre 2016. Alors, on va parler tout à l'heure des élections, proprement dites. On revient sur l'actualité. L'actualité, actuellement, est focalisée sur l'éventuel troisième mandat de Kabila. On a même entendu malicieusement un cadre de la majorité présidentielle dire qu'on désire Kabila en RDC. Et d'ailleurs, dans une autre interview, il a même déclaré qu'il y a un déficit de compétences en RDC. Quel est votre avis là-dessus? Bon, moi je me permets de le nommer, M. Trifon Kinké. Je le nomme parce que c'est une personne que je connais depuis longtemps, une personne dont j'ai longtemps admiré l'intellect, mais malheureusement, comme dit le proverbe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il est aberrant d'entendre une personne comme Kinké Mulumba parler d'un manque de compétences au Congo, quand lui-même se prétend professeur. Il est aberrant de voir une personnalité telle que Kinké Mulumba, qui a assumé déjà de lourdes charges dans ce pays sur deux régimes, et qui en plus dans son cursus a fait partie d'une rébellion. Et cette rébellion était anti-Joseph Kabila. Et lorsque vous lisez les déclarations de Kinké Mulumba lorsqu'il était dans le RCD par rapport à Joseph Kabila, vous ne pouvez que vous dire que bien sûr, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le temps change, Kinké aussi.
Oui, Kinké a changé, ça c'est une évidence. Kinké a changé et moi personnellement je regrette le Kinké que j'ai connu, courtier de Reuters à l'époque. Non, qu'est-ce que vous pensez de mythes de personnalité en RDC? Vous savez, spirituellement d'abord, c'est un problème très sérieux pour la population congolaise. L'idolâtrie par rapport aux leaders politiques. Mais c'est ce que vous faisiez au sein de l'UDPS Tshisekedi. C'est ce qui se fait dans plusieurs partis politiques. Vous également, puisque vous nous avez dit en début de l'émission que vous admiriez tellement la personne de Tshisekedi que vous avez eu à trouver que du bonheur autour de ce Non, dernier. j'ai dit d'abord, c'est une personne que j'aime personnellement. Comme vous aimez votre père, vous aimez vos membres de famille, c'est une personne que j'aime. Aimer quelqu'un ne veut pas dire faire de l'idolâtrie. Je n'ai jamais été un fanatique d'Étienne Tshisekedi. Mais vous ne le dites peut-être pas. Je ne suis pas un fanatique. Mais vous ne le dites peut-être pas, mais c'est ce qui se constate au sein de l'UDPS. Plus de 30 ans, il y a eu toujours le président Tshisekedi en tête du parti. Il y a eu un seul congrès. 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, on va dire comme ça que l'histoire se répète. Et donc vous n'avez pas reproché à Kinké de désirer Kabila, alors que vous avez eu à désirer Tshisekedi. Non, je crois que ce que Kinké est en train de dire, c'est que il est tout à fait normal pour Kinké de désirer Kabila ad vitam aeternam. Ce n'est pas ça qu'on a à lui reprocher. Ce qu'on a à lui reprocher, c'est qu'en tant que personnalité publique, membre d'un gouvernement, étant supposé connaître la Constitution, il émet des avis tendant à banaliser une violation de la Constitution. C'est ça que l'on reproche à Kinké Mulumba. Mais par rapport à l'idolâtrie, c'est un problème qui frappe la population en général dans son comportement par rapport aux politiques. Et les politiques, à ce sujet, à mon avis, ne font pas leur travail d'éducation de la population, mais plutôt ils s'accommodent de cette idolâtrie pour se maintenir au pouvoir, tant au niveau de l'État qu'au niveau des partis politiques, bien sûr. Ok. Alors, dans ce cas, que pensez-vous de la suspension d'Adolphe Muzito, qui semble-t-il, il lui est reproché de ses multiples tribunes qu'il a effectuées à travers les médias, mais aussi de mousitisme. Ça fait partie de mythes de personnalité qui est moins reconnu, pas du tout d'ailleurs, au sein du parti du PALU. Quel est votre commentaire là-dessus? Je remarque que reproche-t-on à Adolphe Muzito? On reproche à Adolphe Muzito de faire des tribunes, de publier des tribunes qui, en quelque sorte, donnent un éclairage sur la manière dont l'État est géré et aussi, bien sûr, qui contestent les chiffres que ce gouvernement avance. Bon, je dois dire que je ne suis pas étonné de la suspension d'Adolphe Muzito. C'était prévisible. Et je ne serais pas surpris que les jours à venir, il soit même exclu de ce parti, vu qu'il continue avec ses tribunes. Il a publié sa 5e tribune, je crois, il y a 24 heures. Et encore une fois, cela dénote très bien de la nature de ce régime qui ne permet pas le débat réel, puisqu'en fait Muzito... Pourquoi vous parlez du régime alors qu'il s'agit du parti? Oui, mais le parti... C'est la décision de Kizenga. Écoutez, vous remarquerez que les tribunes de Muzito ont commencé depuis des mois. Et le parti s'en est fort bien accommodé. Mais nous savons très bien que les alliés du parti, en ce sens que surtout le gouvernement et le régime en place... Est-ce que le fait de proclamer le mousitisme, c'était pas ça, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase? Je n'ai jamais entendu M. Muzito parler de mousitisme. Je crois que s'il y a un mousitisme, ça doit être un phénomène interne au PALU. Vous
que je me souviens, à l'UDPS Tshisekedi, on parlait de moléquistes aussi. On parlait des moubakistes, des moutandistes, des moléquistes, mais moi-même, je n'ai jamais eu conscience de ce que pouvait être le moléquisme. Mais dans le cas d'espèce, Adolphe Muzito, qui a quand même été, c'est d'abord un économiste confirmé, il a été ministre du budget, il a été Premier ministre pendant 3 ans, donc il sait de quoi il parle, il a les chiffres dont il démontre la véracité, et d'ailleurs ce que... Mais on dit, il y a un adage qui dit, qui donne la leçon, doit l'exemple. Est-ce que Muzito est l'exemple d'une bonne gouvernance pendant la gestion du pays, pendant les 3 ans qu'il a eu à gérer le pays? Ce qu'on peut peut-être reprocher à monsieur Muzito, c'est que normalement, il est de bon aloi que lorsque vous quittez une fonction, vous ne portez pas trop rapidement un jugement sur la gestion de votre successeur. Okay. Mais d'un autre côté, nous pouvons aussi opposer le fait que le peuple a quand même droit à entendre les différents sons de cloche sur la gestion de ce pays. Et surtout un son de cloche venant d'un Premier ministre récent, apportant des faits assez frais et des chiffres. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que Muzito, en son temps, était l'exemple d'une bonne gouvernance? Puisque quand on donne des missions, on doit l'exemple. Si l'on se fie seulement à certaines, disons, enquêtes de parlementaires, vous vous souviendrez que, notamment notre député de Boudjala, M. Boussa, avait fait lors d'une prise de parole, avait complètement démystifié la gestion de M. Muzito en termes de ses acquisitions qui étaient un peu en dehors de toute proportion par rapport à ce qu'un Premier ministre pourrait gagner. Mais c'est ce qu'on peut reprocher à tous les premiers ministres qui ont œuvré dans ce pays depuis la Deuxième République. Ok, donc vous dites par là que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que le PGR doit aujourd'hui s'en saisir de cette prise de parole de Boussa pour pouvoir revoir l'affaire Muzito dans sa gestion aussi, puisque lui, il est en train de déployer la gestion des autres personnes. Je crois qu'il ne serait pas mauvais pour, disons, la consolidation de la justice dans notre pays que les instances judiciaires compétentes, notamment le parquet général, se saisissent un peu de certains faits que nous voyons. Vous savez, chaque ministre, qu'il soit Premier ministre ou ministre tout court, a un salaire qui est connu puisque ce salaire est budgétisé. Mais lorsque nous voyons le train de vie et les acquisitions de nos gouvernements, nous nous posons la question, y a-t-il quelque part dans nos villes un arbre où on cueille les billets de banque pour s'enrichir du jour au lendemain comme cela? Et je crois que ce sont des faits dont, effectivement, le parquet général devrait s'en servir, ne fût-ce que pour moraliser un peu cette vie publique qui en a grandement besoin. Alors, on revient sur les élections. Que pensez-vous de la légalité de la deuxième session extraordinaire qu'a convoqué le Sénat en rapport avec le vote de loi de répartition de sièges? Madame, je ne sais même pas s'il est opportun de parler de légalité ou d'illégalité de cette deuxième section extraordinaire, puisque je crois nos parlementaires eux-mêmes ne s'accordent pas sur ce sujet. Je crois qu'il faut simplement noter que chaque fois que le pouvoir, et en l'occurrence M. Kabila, a besoin de faire voter une loi, il y arrive. Et nous avons noté que... Parce que le président de la République détient la majorité de parlementaires. Oui, le président de la République devrait détenir la majorité, devrait contrôler. Quoi de plus normal que les lois passent? Mais lorsque nous arrivons à des situations où
rappelez-vous, en 2011, il y a eu changement de la Constitution en passant de l'élection présidentielle à deux tours, à un tour. À un tour. Nous avons vécu d'autres cas, tels qu'en janvier, vous vous souviendrez, le problème de la loi électorale qui a coûté plusieurs vies humaines ici à Kinshasa. Et dans le cas de la loi sur la répartition des sièges, vous avez vu que déjà au niveau du Parlement, la controverse qui était créée par cette loi, et d'où les députés de l'opposition ont boycotté les sessions, les plénières de vote de cette loi. Au niveau du Sénat, la loi a été recalée. Il y a eu session extraordinaire. C'était dû au quorum qui n'était pas atteint. Mais le fait de ne pas atteindre le quorum, ça a été créé par une volonté politique de sénateurs qui ne voulaient pas participer au vote de cette loi. C'est une position politique. Ça veut dire un non. Si je vous mets dans l'incapacité de pouvoir faire voter une loi, je manifeste mon opposition à cette loi. Mais alors, en un mot, vous ne voyez pas la légalité de cette deuxième session extraordinaire convoquée par le Sénat. Je n'en vois ni la légalité ni la légitimité. Ouais. Mais bon, depuis 2012, nous vivons dans une situation où nous avons une chambre qui est légale et légitime, dans ce sens qu'elle est issue d'élections, et une chambre qui est légale mais qui n'est pas légitime parce qu'elle évolue hors mandat. Et malgré cela, des lois continuent à être votées, et j'attire l'attention toujours sur le fait que toutes ces lois votées aussi par une assemblée qui n'est pas légitime, dont la légitimité peut être contestée, ces lois pourront un jour nous être présentées à la figure. Malgré cela, le Sénat, quand même, cette loi est quand même passée, a été quand même votée. Alors, pensez-vous, croyez-vous que la CENI, qui continue à nous faire croire qu'elle sera capable de rattraper ce retard qui est déjà accumulé, est-ce qu'elle sera capable d'organiser, de coupler les locales et les municipales qui est prévu le 25 octobre? Non, pas du tout, elle sera incapable de le faire. Et comment donc? Tout d'abord parce que il faut comprendre que la CENI n'a ni les moyens financiers, ni les moyens techniques. Et j'irai même plus loin, le bureau de la CENI, à mon avis, n'a pas la compétence requise pour effectivement amener le peuple congolais vers des élections crédibles. En termes de finances, si vous lisez simplement le rapport annuel de la CENI 2014-2015, vous voyez que sur l'enveloppe... Qui a été remis aux parlementaires? Qui n'a pas été remis aux parlementaires, donc qui n'a pas été débattu au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Mais vous lisez que si l'on considère l'enveloppe pour les élections 2015, qui était de 528 millions, le taux d'exécution a été de 8,55% à mai 2015. C'est-à-dire que la CENI, sur 528 millions, à mai 2015, avait reçu plus ou moins 40 millions. Et malgré cela, dans les discours tenus par la CENI, on a essayé de faire croire aux Congolais qu'effectivement, il y aura des élections provinciales le 25 octobre, ce qui est totalement faux. Je défie quiconque de la CENI de venir nous démontrer comment il pourrait tenir des élections crédibles en octobre de cette année. Et à mon avis, cela remet même en question les capacités de cette CENI d'organiser des élections crédibles en 2016. On a parlé, et certains continuent à parler encore de ce fameux glissement. Mais moi, je pense que nous et d'autres le nomment prolongation. Nous ne sommes plus dans des problèmes de glissement. Le glissement est déjà là. Nous avons déjà glissé.
Mais moi, je pense que... la CENI dit qu'elle va se rattraper, elle peut se rattraper. Allez, sans financement, on comprend comme ça que nous sommes en train d'avancer à tâtons, et vous dites clairement qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas du tout d'élection en 2016. Alors, comment, nous on y croit quand même, hein, on continue à croire, on fait foi à la CENI. Comment va-t-on alors, puisque la loi sur la répartition de sièges est passée, comment va-t-on cette fois-ci résoudre le problème d'actualisation du fichier électoral, vu qu'on n'a pas tenu compte de l'enrôlement de nouveaux majeurs en votant cette loi? Madame, vous savez, depuis 2011, principalement après les élections de 2011, je me suis attelé à chercher à comprendre ce que c'est l'organisation des élections dans un pays. Okay. Et dans l'organisation des élections dans un pays, il y a des facteurs techniques avec des délais incompressibles. Il y a des compétences requises de sorte à pouvoir, par exemple en matière de fichier électoral, avoir un fichier électoral fiable, ce que nous n'avons pas. Déjà, le fichier électoral de 2011 n'était pas fiable. C'est ainsi que vous vous souviendrez, en juillet, août 2011, malgré les manifestations pacifiques et malgré toutes les déclarations, que ce soit de l'opposition, de la société civile et même des observateurs, qui demandaient l'accès au Centre national de traitement, l'audit du fichier électoral, l'audit du serveur, la CENI n'a jamais accédé à cette demande. Personne n'a eu accès au Centre national de traitement, personne n'a eu accès à ce serveur. Mais justement parce que la CENI a l'indépendance de gestion. Oui, mais l'indépendance de gestion ne veut pas dire l'indépendance de faire du n'importe quoi, et notamment de toucher et de manipuler le fichier électoral. Or, le problème du fichier électoral congolais, c'est qu'il a été touché à plusieurs reprises, et que même aujourd'hui, si vous contactez plusieurs maisons de renommée internationale, dont le travail est de constituer, aider les pays à constituer des fichiers électoraux crédibles, ou à les nettoyer, ou à les fiabiliser, vous ne trouverez aucune société crédible qui acceptera de venir travailler le fichier congolais. Tous vous diront, votre fichier, il est totalement gâté, il est totalement pourri. Ce qu'il vous faut, c'est un nouveau fichier. Mais puisque les membres de l'opposition continuent quand même, hein, malgré tout cela, à demander l'actualisation du calendrier électoral, que pensez-vous de la commission CENI majorité-opposition qu'on peut mettre en place pour finalement décanter ces deux côtés de la situation? Bon, c'est une bonne chose, cette tripartite, mais je pense que elle vient assez tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme on dit en anglais, it takes two to tango. Il faut être à deux pour danser. Tant que l'autre partie ne voulait pas de cette tripartite, il était impossible qu'elle ait lieu. Mieux vaut tard que jamais, mais encore faut-il que le désir de trouver les solutions adéquates et les désirs de désirer Kabila soit réel, et que dans les faits, on puisse voir les fruits de ce genre de tripartite. Mais voilà, on va parler du dialogue cette fois-ci. Est-ce que l'UDPS, Kibasa, prendra-t-elle part au dialogue? Non, l'UDPS Kibasa, le 15 juin d'ailleurs, a clairement donné sa position, qui est d'être opposé à ce dialogue. Et je dis bien à ce dialogue. Trouvons ce dialogue tout à fait inopportun, ce dialogue qui occulte beaucoup de problèmes et beaucoup de sujets chauds. Souvenez-vous du charnier de Maluku, ainsi que d'autres problèmes. Nous pensons que... Mais alors que vous êtes démocrate, en démocratie, les dialogues s'imposent. Mais madame, le dialogue s'impose d'une manière permanente, pas d'une manière spéciale ou d'une manière spécifique. Ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est que, voilà, il y a un problème, on ne définit même pas très bien
ce problème. Lorsque vous écoutez les uns, le problème, c'est le contentieux électoral 2011. Lorsque vous écoutez les autres, le problème, il n'y a pas tellement de problème, mais le président de la République a reçu des sollicitations de demandes de dialogue de la part de l'opposition. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui a eu besoin, qui ressent le besoin de ce dialogue, mais il est en train de réfléchir s'il doit répondre aux sollicitations de certains partis de l'opposition pour un dialogue. Et je fais remarquer qu'à cette date, M. Joseph Kabila n'a pas encore donné sa décision ou son point de vue, son opinion sur l'opportunité, la relevance d'un dialogue. Mais lorsqu'on parle de dialoguer, le dialogue, ce n'est pas seulement une obligation en politique, c'est une obligation dans la vie sociétale. Encore faut-il que ce dialogue vise des objectifs bien définis et que ce dialogue soit opportun dans le temps. Nous pensons que nous avons en face de nous un régime qui a toujours prétendu et qui prétend toujours mener une bonne gestion du pays. Et ce régime, ce gouvernement... Ce qui n'est pas totalement faux. Ce gouvernement doit prendre ses responsabilités, assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Mais justement, quelle place accordez-vous à l'accord cadre d'Addis Abeba et aux différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres 2098 et 1122 ? Mais l'accord cadre d'Addis Abeba répondait à une situation d'instabilité dans la région des Grands Lacs, une situation de manque total de confiance entre différents voisins et la communauté internationale, et j'insiste, la communauté internationale, dans le chef du secrétaire général des Nations Unies, a mené des consultations auprès des différents chefs d'État en leur soumettant plusieurs propositions d'un accord cadre qui a finalement été signé en février 2013. C'est un traité international entre États, les États des Grands Lacs, et comme témoins, vous avez des organismes internationaux, multilatéraux, comme l'Union européenne, l'Union africaine, et bien sûr les Nations Unies. Dans cet accord cadre, le gouvernement de la RDC a pris certains engagements en termes de réforme de la sécurité, réforme de certaines institutions, réconciliation nationale, ainsi que, etc. Les gouvernements d'autres pays des Grands Lacs ont pris aussi des engagements, et donc ce sont des engagements pris par les gouvernements. Dans l'accord cadre, vous ne voyez aucune place de participation ou de prise d'engagement de la part d'organisations politiques, telles que les partis politiques. Et lorsque vous lisez les différentes résolutions du Conseil de sécurité, la 2098 qui était publiée juste après, qui encourage d'ailleurs la tenue d'un dialogue, qui encourage le représentant spécial du secrétaire général à mettre à disposition ses bons offices pour un dialogue inclusif, transparent. À promouvoir. Et à l'époque, c'était pour l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles. Si vous lisez la résolution 2211 de mars de cette année, vous verrez que cet encouragement au représentant spécial du secrétaire général est maintenu pour la facilitation d'un dialogue toujours inclusif, pour encourager ce genre de climat, pour l'organisation d'élections générales, à savoir présidentielles et législatives. Les deux contextes sont différents, les deux textes sont même différents. Donc il y a que
l'UDPS El Kibassa et quelques partis de l'opposition qui refusent ce dialogue, mais l'UDPS, qui est le grand parti de l'opposition, a l'UDPS. Tshisekedi, bien entendu, a accepté ces dialogues, mais il se pose un problème de médiation. Vous avez là évoqué les bons offices du secrétaire général des Nations Unies, mais les uns et les autres ne s'accordent, les uns et les autres ne s'accordent pas là-dessus. Que pensez-vous de la médiation de ce dialogue, bien que vous n'êtes pas partie prenante? Vous savez, en règle générale et par expérience, je peux vous dire que lorsqu'un dialogue est sincère, lorsque l'opportunité de ce dialogue s'impose, le problème de la médiation devient un tout petit problème. Je crois que dans le cas d'espèce, l'UDPS Tshisekedi a demandé le dialogue. Et dans sa feuille de route déposée à la MONUSCO en février, elle proposait même le format de dialogue. UDPS Tshisekedi et ses alliés, et de l'autre côté de la table, le PPRD et ses alliés. Ce qui voulait dire que le problème était considéré deux camps assez restreints et identifiables assez facilement, c'est le PPRD et l'UDPS Tshisekedi. Le dialogue dont on parle actuellement serait plutôt un dialogue auquel d'autres pourraient prendre part. Donc le problème de la médiation ou accompagnement international, si cela a été demandé par une partie, c'est qu'une partie pense peut-être que cette médiation ou cet accompagnement serait un gage de sérieux dans l'application des résolutions qui sortiraient éventuellement de ce dialogue. Mais je pense que c'est une vue assez naïve. Une vue assez naïve. Vous savez, Churchill a dit un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Nous avons connu plusieurs dialogues dans ce pays, la conférence nationale souveraine. Mais en démocratie, il n'y a jamais eu un dialogue de trop. Sun City pour parler du dialogue inclusif le plus proche, ou bien même en 2013, les concertations nationales. Nous avons tous vécu ça. Et vous pensez que ce dialogue sera un de trop? Pas un de trop, inutile. Inutile. Ok, mais puisque ça tarde quand même à venir, certains disent que cela s'y tiendrait en 2016, lorsque la CENI se sera avouée incapable d'organiser les élections, et en ce moment-là, ce dialogue sera opportun. Oui, d'ailleurs, si j'ai un reproche que je ne peux me permettre à faire aux dialoguistes, j'estime que ils ont fait perdre trop de temps au peuple congolais, rien que dans le débat sur l'opportunité du dialogue ou pas. Vous savez, ce débat dure depuis février, ça fait 6 mois, voilà encore un glissement. Je crois que nous ne pouvons qu'encourager ceux qui veulent participer à ce dialogue, de faire le plus vite possible, de dialoguer rapidement et de sortir avec leur résolution, et que l'on voit comment tout cela va marcher. Vous emboîtez le pas de Félix Tshisekedi, qui a dit sur ce plateau que le dialogue doit se tenir au plus tard au mois de septembre, sinon ça ne servirait plus à rien. Non, je n'emboîte pas le pas parce que son parti est demandeur du dialogue et mon parti est opposé à ce dialogue. Mais ce que je dis, c'est qu'on arrête de faire perdre du temps aux Congolais, et les dialoguistes se connaissent et se reconnaissent eux-mêmes. Depuis longtemps, ils auraient dû faire ce dialogue. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi traînent-ils? Ok. Alors, on parlait de la décentralisation. La RDC a maintenant 26 provinces. Vous vous retrouvez dans laquelle de ces provinces? Non, la RDC... Non, dans le sud Ubangi. Dans le sud Ubangi. Alors, quel regard avez-vous? Originaire par mes ancêtres, puisque je suis quinois à 100%. Ok. Alors, quel regard avez-vous sur ce processus de décentralisation? Tout d'abord, la Constitution de 2006, madame, est très explicite en disant que le Congo est constitué de 26 provinces. Donc, depuis
que cette constitution est en vigueur, le Congo a 26 provinces. Et cette même constitution donnait 3 ans au gouvernement pour mettre en application cette nouvelle configuration territoriale, ce qui n'avait pas été fait. Et je me souviens qu'en 2009, M. Kabila, lors d'un discours, a lui-même dit que, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'en avons pas les moyens financiers pour le moment. Bon. Et subitement, au mois de juin, décrète par ordonnance que, voilà, nous passons à ces 26 provinces en ayant 30 ou 45 jours. Sans pour autant donner la preuve que les moyens financiers pour mener ce découpage étaient mis à disposition du gouvernement, vu que ces moyens financiers, nous ne les trouvons pas dans le budget 2015. D'où l'on peut se demander par quelle magie la mise en place maintenant de ces entités ainsi que de leur administration pourra se faire tant dans le calme, dans la paix et avec efficacité. Nous remarquons qu'il y a une effervescence dans plusieurs de ces nouvelles provinces, mais là, remarquons quand même que la Constitution donne aussi le droit aux populations, à un certain moment, de demander leur rattachement à une autre province ou même à se reconstituer selon les anciennes limites. Ce n'est pas un problème. Mais on vous entend parler, on sent que vous êtes de ceux dont les avis sont partagés sur l'opportunité de ce découpage. N'est-ce pas que le gouvernement n'a fait qu'appliquer la Constitution ? Non, pas sur l'opportunité de ce découpage, puisque c'est un fait constitutionnel que une le disposition Congo a constitutionnelle qui devrait vraiment. Mais la disposition constitutionnelle, madame, c'était le Congo a 26 provinces et ces 26 provinces doivent être installées en ayant 3 ans, donc à 2009. Or, vouloir en 2015 d'une manière tout à fait cavalière. Non, mais on revient encore sur cet adage qui se vérifie, que mieux vaut tard que jamais. Non, mieux vaut tard. Qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça non, se madame, vérifie. Mieux vaut tard que jamais et il n'est jamais trop tard pour bien faire ne sont pas des dispositions constitutionnelles. Les dispositions constitutionnelles, et c'est fondamental ce que je vais vous dire, les dispositions constitutionnelles doivent être appliquées, on doit obéir à la loi et à la Constitution. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous n'appliquez pas la loi seulement quand ça vous arrange, parce que là, c'est le chemin de toute dictature. C'est non pas de servir la loi et la Constitution, mais se servir de la loi et se servir de la Constitution lorsqu'on en a besoin pour ses propres intérêts. Et ça, c'est l'injustice, c'est le lit de l'injustice. Mais ça sera la dernière question, puisque nous sommes à la fin. Beaucoup reprochent à l'opposition politique de faire à l'opposition congolaise de faire de la politique de fixation, où on a même l'impression que finalement les opposants sont devenus des personnes aigries vis-à-vis de la personne de Kabila. C'est-à-dire tout ce qu'il fait n'est toujours pas le bienvenu. Non, il peut y avoir des aigris, tant à l'opposition qu'au niveau de la majorité kabiliste. Mais les aigris, c'est souvent des personnes qui ont eu accès à certaines fonctions ou accès à certaines faveurs et qui, tout d'un coup, sont soit débarqués ou bien n'ont plus accès à ces faveurs. Mais dans le cas de l'opposition en RDC, il faut d'abord savoir que l'opposition en RDC n'est pas facile. Vous avez une opposition qui n'est financée en rien par l'État, quoi qu'il y a une loi de financement des partis politiques. On aura une émission où on en parlera. Vous avez une opposition qui doit jouer un jeu qui est normalement démocratique, et qui se rend toujours compte que l'adversaire ne joue pas le même jeu. C'est comme si nous sommes supposés jouer au football, mais sur le terrain, l'adversaire joue au basket. Or, au football, lorsque vous prenez le ballon avec vos mains,
où vous êtes supposé jouer au jeu de dames et l'adversaire joue au jeu d'échecs, qui a une longueur d'avance sur vous. Allez, Monsieur Moleka, je vous remercie. Je vous remercie, Madame. Je rappelle que vous êtes 3e vice-président de l'IDPS depuis quelques mois d'ailleurs, El Kibassa. Vous étiez par le passé porte-parole d'Etienne Tshisekedi et directeur du cabinet. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi et on se retrouve le mardi prochain à 20h30. Mais entre-temps, si vous avez pris cette émission en cours, revoyez-la demain à 7h15, mais également le vendredi à 22h. Entre-temps, prenez bien soin de vous et restez avec nous sur Bio1.